Donc, Ouria porte plusieurs chapeaux, comme la plupart d'entre nous, mais c'est en tant que militante politique et initiatrice et porte-parole du Parti des indigènes de la République que nous avons pensé l'inviter. Ouria Boutelja est à l'initiative de l'Appel des indigènes de la République, paru en janvier 2005. Et depuis, elle poursuit son action contre ce qu'elle nomme le continuum colonial. Elle s'est fait connaître du grand public français par toutes ses actions et ses dénonciations de l'islamophobie. Et évidemment, elle est intimement liée à la naissance et l'action incroyable du Parti des indigènes de la République. Donc, ce parti s'inscrit dans la continuité de l'Appel des indigènes de la République, publié en 2005, et du mouvement qui en est issu, c'est-à-dire ce qui s'appelait à l'époque le Mouvement des indigènes de la République, qui est depuis devenu un parti. Le PIR, donc le PIR, constitue un espace d'organisation autonome de tous ceux qui veulent s'engager dans le combat contre les inégalités raciales qui cantonnent les Noirs, les Arabes et les musulmans à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies, c'est-à-dire marginalisation politique, stigmatisation des cultures et religions, brutalité policière, discrimination à l'emploi, à l'école, au logement, répression de l'immigration et des habitants des quartiers, etc. Plus généralement, le PIR lutte contre toutes les formes de domination impériale, coloniale et sioniste qui fondent la suprématie blanche à l'échelle internationale. L'objectif du PIR est de faire converger au sein d'une même dynamique antiraciste et décoloniale l'ensemble des espaces de résistance que se donnent les immigrés et leurs enfants, ainsi que les habitants des quartiers populaires. Il s'agit donc de construire une force politique indigène, autonome, capable de peser sur l'évolution de la société française et sur les politiques publiques. Juste un petit mot pour dire que le PIR et les actions d'Ouria ont été fêtées assez récemment. Donc, le PIR a fêté ses 10 ans. Et donc, on peut voir que dans une période de désenchantement politique général, on connaît bien la situation au Canada et on imagine seulement une situation presque aussi pire, sinon pire, en France. Alors, une période marquée par la désillusion, le pessimisme, alors que l'État français peaufine son dispositif hautement répressif, première pierre d'un totalitarisme français dont les couches populaires, les musulmans, les Noirs, les Arabes, les Roms, et enfin tous les autres avec un A majuscule, sont les premières victimes. Donc, c'est dans ce contexte que le PIR a organisé l'anniversaire de ses 10 ans. Et donc, il y avait près de 800 personnes qui étaient là pour fêter. Et c'était un événement exceptionnel parce que 100% féminin. Qui a permis à 22 femmes militantes de prendre la parole et de débattre aux côtés de, évidemment, la grande activiste noire américaine Angela Davis. Donc, tout ça, c'est une bouffée d'espoir et un moment, je pense, exceptionnel dans la vie du PIR. Et c'est grâce beaucoup au travail infatigable d'Ouria Boutelja. Évidemment, Ouria Boutelja n'est pas juste une militante. Elle a publié de nombreux articles et participé à de nombreuses conférences internationales sur plusieurs continents. Et a parlé évidemment des questions d'islamophobie, de race et des questions féministes. Moi, j'étais particulièrement contente qu'on puisse inviter Ouria parce que je connais très mal le PIR, mais je me souviens lors de ma dernière visite à Paris d'avoir eu la chance d'être un peu comme une mouche sur un mur, alors qu'il s'était fait une petite réunion un peu à la va-vite, comme on dirait, mais il y avait eu des problèmes avec les jeunes hommes noirs qui étaient en bataille avec les jeunes Roms. Et
et les jeunes issus de l'immigration maghrébine. Et donc, j'ai assisté à une réunion où il y avait un représentant de la brigade anti-négrophobe, si je me souviens bien, et évidemment Ouria, et des personnes qui représentaient les Roms. Et là, donc, pendant 2 heures, discussion et stratégie politique, et donc, une leçon pour moi, la petite mouche sur le mur, et qui fait que je me suis dit, ah, mais il y a les écrits, il y a le militantisme, la rue, exprimer l'indignation et tout, et il y a aussi une pensée qui est là et qui est claire et qui est brillante. Et donc, j'étais très, très contente parce que Ouria m'a amené cette semaine donc, le premier numéro d'une revue qui est donc une revue où on parle de racisme et de stratégie décoloniale. Et donc, cette revue, donc, premier numéro, et je pense que c'est un accomplissement assez extraordinaire pour un groupe militant qui est de toutes les luttes, de pouvoir aussi avoir une pensée aussi bien clairement exprimée et qui se traduit par ce que nous, les universitaires, on peine des fois à organiser, c'est-à-dire la publication de textes qui sont fouillés, qui sont bien écrits et qui apportent, je pense, des enseignements incroyables dans le domaine de la politique. Donc, je suis très, très contente que Ouria ait accepté d'être avec nous et c'est avec beaucoup de plaisir que je lui donne la parole. Ouria. Merci Geneviève. Pareil, j'ai jamais été aussi bien présentée. Il faut attendre d'être au Québec pour avoir cet honneur. Oui, c'est vrai. Bonjour et merci aux organisatrices pour cette invitation et un grand merci à Geneviève en particulier. Et je voulais aussi remercier Paola pour cette introduction parce que c'est d'autant plus intéressant qu'elle va servir de cadre pour ce que je vais dire. Donc c'est vraiment super. Et merci à vous tous et toutes d'être là. Je voudrais commencer par quelques précautions d'usage. La première, c'est que je ne suis ni une chercheuse, ni une universitaire, mais une militante. C'est important de le garder en tête car le monde académique et le monde politique sont 2 univers très différents et j'ai souvent eu l'occasion de m'apercevoir que les chercheurs espèrent trouver dans le monde militant des prolongements ou des confirmations de leurs postulats, ce qui en fait arrive rarement. Je vois que je me fais comprendre. Et la deuxième, c'est que je vais utiliser des concepts qui vous sont peut-être étrangers, mais qui sont des catégories politiques. Oh, pardon, j'ai oublié de vous dire le nom de mon intervention. Excusez-moi, le titre. Race, classe et genre, une nouvelle divinité à 3 têtes. La deuxième, c'est que je vais utiliser donc des concepts qui vous sont peut-être étrangers, mais qui sont des catégories politiques comme indigènes, qu'il ne faut pas prendre au sens étymologique, mais au sens historique. Il signifie pour nous sujet colonial. Je vais utiliser également la notion de champ politique blanc, qui exprime d'un point de vue décolonial l'unité raciale du monde politique blanc, malgré son hétérogénéité et malgré le clivage structurel de classe qui est à son fondement. Je vais utiliser enfin la notion de modernité, que Sadri Chiari, qui est un militant du PIR, définit comme la globalité historique caractérisée par le capital, la domination coloniale postcoloniale, l'État moderne et le système éthique hégémonique qui lui est associé. Je vais terminer ce petit préambule par un avertissement. Mon propos pourra peut-être être perçu comme provocateur, mais je vous assure qu'il ne l'est pas. Je fais partie d'une organisation politique confrontée à des dilemmes et à des choix parfois cornéliens dans un contexte idéologique français très difficile et dans lequel la pensée politique est policée, bridée. Et si mes propos semblent provocateurs, c'est moins à cause de leur nature qu'à cause de la pauvreté du débat, du renoncement progressif à la confrontation et d'un certain amour du consensus mou. Notre but à nous est de nous donner les moyens théoriques et politiques d'avancer dans un projet de transformation sociale, et cet objectif ne tolère ni la pensée molle, ni le compromis, ni la démagogie. Ainsi, si je faisais partie de cette mouvance radicale blanche ou non blanche,
qui vient de découvrir l'intersectionnalité en France, je commencerai cette intervention par une prière. Au nom de la classe, du genre et de la race, Amen. Il existe en effet un grand travers de la gauche radicale française qui est qu'elle est de moins en moins politique et de plus en plus religieuse. Elle est guidée par des grands principes et une morale qu'elle croit politique. Ce qui a pour conséquence que dans les sphères militantes, on a plus affaire à des hommes et des femmes d'église qu'à des militants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par deux boutades. La première fois que j'ai entendu parler publiquement d'oppression croisée, c'était dans les années 80, et j'étais toute petite, et c'était par un homme blanc. Il s'appelait Coluche. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Coluche, grand humoriste, bon, donc je veux dire humoriste très très grand public, je veux dire. Et que disait Coluche? Et si tu es une femme noire et malade, alors ça va être très dur. Quel est l'enseignement que j'en tire? Tout simplement que la conscience des oppressions croisées est à la portée de tous et n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a donc une espèce de savoir implicite partagé par tous. Tout homme sait qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme, et tout blanc sait qu'il vaut mieux être un blanc qu'un noir. Ça, tout le monde le sait. Et donc, on fait semblant d'apprendre à connaître l'intersectionnalité. La deuxième boutade, c'est qu'on a coutume de dire que les premiers intersectionnalistes étaient les féministes noires américaines. Alors, je serais tentée de dire que ce n'est pas tout à fait vrai, et qu'il faut chercher les premiers intersectionnalistes chez les colons et les racistes. En effet, ce sont eux les premiers qui ont deviné l'usage qu'ils pouvaient faire des contradictions observées dans les sociétés colonisées. Par exemple, ils ont tout de suite compris comment tirer profit de la différence statutaire entre juifs et musulmans en Algérie, de la même manière qu'ils vont tirer profit de l'organisation patriarcale des sociétés du Maghreb. Ils vont utiliser ces contradictions pour en faire des divisions et fractionner le plus possible le corps social entre les juifs, les arabes, les berbères, les hommes et les femmes, les élites et les paysans, etc. etc. Et aujourd'hui, ça continue avec les sunnites, les chiites, les homos, les hétéros, et j'en passe. Bien sûr, je ne confonds pas l'intersectionnalité à usage répressif, que je vais appeler négative, et l'intersectionnalité à usage émancipateur, que je vais appeler positive, mais c'est important de l'avoir en tête, car ceux qui profitent des divisions aujourd'hui continuent leur action, et il est évident qu'ils vont savoir faire un usage intelligent de l'intersectionnalité positive. Alors, les raisons de s'intéresser à l'intersectionnalité sont diverses. Certaines sont légitimes et tout à fait justifiées, et certaines ne le sont pas. Je ne suis donc pas ici pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, l'usage qui me paraît le plus légitime est celui qui consiste, pour les victimes d'oppression multiples, de penser et d'analyser leurs conditions. Je pense évidemment à l'usage qu'ont pu en faire les Noires américaines, évidemment, pour faire valoir devant la justice qu'elles ne pouvaient pas être traitées comme on traite les Blancs, les Blanches ou les hommes noirs, étant donné l'imbrication de leurs oppressions. Je pense également à l'usage théorique qu'en ont fait certaines militantes noires ou chicanas pour fournir des outils de compréhension aux luttes politiques. Je pense en particulier au fameux « Femmes, race et classe » d'Angela Davis, qui est un classique du genre. Il y a toute une littérature théorique sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais qui est riche, dense et qui informe de manière érudite sur la complexité des rapports de domination. On a la chance d'avoir avec nous Paola Baqueta, qui est, en tant que femme of color et militante, une spécialiste de ces questions, comme vous avez pu le voir. Mis à part ces usages, la plupart des autres me paraissent assez suspects. J'en vois 3. Il y en a sûrement un peu plus, mais je n'ai pas le temps de trop m'attarder. D'abord, il y a l'usage académique blanc du terme, qui sert à ouvrir des champs de recherche dans le domaine du savoir, et qui sert des carrières, qui sert à la promotion de chercheurs, d'intellectuels, pour lesquels les victimes sont des objets de recherche et rarement des acteurs politiques, et pour lesquels la recherche est une fin en soi, même s'ils ne l'avouent jamais. Je vous renvoie aux travaux de Sirma Bilg sur le blanchiment de l'intersectionnalité. Et puis, il y a aussi l'usage académique non blanc du terme, c'est-à-dire l'usage que vont en faire des chercheurs indigènes au sein du monde universitaire. Là aussi, il y a soit de l'opportunisme, soit de l'ambition légitime, soit les deux, mais c'est différent des Blancs, car ce sont des groupes qui subissent le racisme et les discriminations. Nous qui luttons contre le racisme, nous sommes ici face à un dilemme, car les chercheurs non blancs sont rarement, sauf exception, au service d'un mouvement décolonial. Au contraire, ils sont des virtuoses de l'esquive, car pour obtenir des postes ou faire carrière, ils ont intérêt à éviter toute forme de communautarisme. J'espère que tout le monde comprend ce que signifie communautarisme en France.
D'accord? On comprend? Oui. Communautarisme, ça veut dire ethnique, quoi. On n'a pas le droit de prendre un verre avec, quand on est un arabe, de prendre un verre avec un arabe. C'est du communautarisme. Voilà. Donc, au contraire, ils sont disais-je, des virtuoses de l'esquive, car pour obtenir des postes ou faire carrière, ils ont intérêt à éviter toute forme de communautarisme et donc à rester les plus respectables possibles. Et être respectable, c'est maintenir la distance avec le militantisme radical. Et là, je vous renvoie à un autre texte que j'ai écrit il y a quelques années, dont le titre était « Au-delà de la frontière BBF », BBF pour Benbassa, Blanchard et Fassin, qui sont des intellectuels qui tracent la frontière du halal et du pas halal, c'est-à-dire de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire en termes de race, etc. Et ce sont évidemment des Blancs. Et donc, les indigènes qui sont pris par cette frontière doivent la respecter. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas prendre un verre avec Ouria Boutelja, sinon leur carrière est grillée. En gros, c'est ça, mais j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Le paradoxe, c'est que si le monde universitaire leur fait une place aujourd'hui, une toute petite place, c'est surtout grâce aux luttes décoloniales qui obligent le champ universitaire à s'ouvrir. Alors, compte tenu de tout cela, notre position est la suivante. Bien qu'il soit dans une démarche individuelle, je précise quand même que je parle de manière très générale, évidemment qu'il y a des exceptions à tout ce que je dis. Hein. Bon. Bien qu'il soit dans une démarche individuelle, nous les soutenons, car il n'y a aucune raison pour que les places de prestige soient réservées aux Blancs. Et là, je pense par ailleurs, qu'à terme, ils participeront à la mobilisation du monde universitaire sur les luttes décoloniales. Du moins, c'est un espoir que je caresse. Il y a un troisième usage de l'intersectionnalité, qui est celui qu'en font certains groupes de la gauche radicale blanche, qui peuvent être sincères, mais qui se transforment souvent en injonctions à articuler. Dans un article fameux, Les mystères de l'articulation race et classe, Sadric Yari, membre du PIR, a écrit, je cite, « Lorsqu'un blanc de gauche nous demande « Comment articulez-vous race et classe ?», il ne faut pas lui répondre. » D'abord, tout simplement parce que cela ne le regarde pas, mais surtout parce que quand il nous pose cette question, il n'exprime pas sa simple curiosité, il se demande au fond si notre combat est vraiment légitime, c'est-à-dire si de son point de vue, notre combat renforce le sien ou si au contraire, il l'affaiblit. Il veut savoir s'il correspond à l'idée qu'il se fait de la lutte pour l'émancipation, généreuse, générale, universelle. S'il considère que ce n'est pas tout à fait le cas, alors pour lui, il ne vaut rien, il peut même lui paraître nuisible. Et je vais citer un autre militant du PIR, Norman Najari, qui dit « Dans la France d'aujourd'hui, le chantage à l'intersectionnalité est devenu un instrument de police idéologique qui permet de disqualifier ceux qui ne prêtent pas allégeance à l'agenda politique dominant. Les accusations d'homophobie ou d'antisémitisme sont les armes de ce combat-là. Force est de reconnaître, aussi désolant que soit ce constat, qu'une part significative du discours intersectionnel français est formellement semblable à l'universalisme républicain. Il cherche à consacrer la supériorité morale de celles et ceux qui le prônent en les confortant dans l'illusion d'une légitimité sans borne. Articuler à tout propos la classe, la sexualité, le genre et la race, c'est s'assurer d'avoir son mot à dire sur tout et d'être rarement contredit. Le prêcheur intersectionnel répondra classe ou genre quand on lui parlera de race et vice-versa, installant son petit universalisme par accumulation de points de vue où son avis seul sera pleinement légitime. Je ferme les guillemets. Pour ma part, je vais vous le dire comme je le pense, l'intersectionnalité dans son usage en France, et je dis bien en France, car je ne prétends pas universaliser cette analyse à d'autres pays que je ne connais pas, est sûrement un très bon outil d'analyse des oppressions, mais sûrement pas un outil politique, et encore moins un outil de mobilisation. Et je vais tenter de le démontrer. Pourquoi les injonctions à l'articulation de toutes les oppressions, ou la posture esthétique qui consiste à se déclarer intersectionnelle, sont-elles, comme je le prétends, apolitiques ? D'abord parce qu'elles sont l'incarnation d'une nouvelle morale, d'un nouvel humanisme, mais que, comme tout humanisme, il est abstrait. Effectivement, elles imposent de ne faire aucune hiérarchie et de n'admettre aucune priorité et de tout combattre à la fois. Ce qui suppose que les principaux concernés veulent et peuvent endosser un tel projet, en d'autres termes, qu'ils ont les moyens matériels de le faire. Je prétends pour ma part que c'est impossible. Pour des raisons, 1, de contexte, 2, de dialectique entre les différentes oppressions, 3, de stratégie politique. Je répète, pour des raisons de contexte,
2, de dialectique entre les différentes oppressions, 3, de stratégie politique. Alors, je vais commencer par la première, qui est celle qui est le contexte. Prenons donc les éléments de contexte. J'en vois 3. Il y a d'abord le contexte géopolitique, international, et ce que nous appelons au pire la contre-révolution coloniale, qui est cet épisode qui a commencé immédiatement après les indépendances et qui prend la forme de la recolonisation du monde sous d'autres formes, qui poursuit son entreprise de prédation, qui spolie et crée les conditions d'une émigration massive, ce qui pousse l'Europe à renforcer ses appareils répressifs contre les migrants et qui a un impact direct sur la vie des post-colonisés, puisque ces politiques renforcent le racisme, les contrôles policiers et la suspicion tous azimuts. Donc, premier élément de contexte, une géopolitique qui renforce le racisme dans l'Hexagone. Deuxième élément de contexte, la crise économique, dont la Grèce est en train de faire les frais et qui renforce la compétition dans le monde du travail entre blancs et indigènes. Donc, on a un contexte qui exacerbe le racisme et prolétarise encore plus les indigènes. Troisième élément de contexte, il y a le contexte, c'est le contexte idéologique général. En Europe, il y a longtemps eu un clivage politique principal qui est le clivage de classe, qui oppose la gauche et la droite, les prolétaires et les bourgeois, les progressistes et les réactionnaires. Cette ligne de clivage, bien que brouillée, est toujours valide, mais elle est en pleine mutation. Nous ne sommes plus dans les années 70, où les idées de progrès étaient au zénith et où on disait « faites l'amour, pas la guerre », et où la jeunesse a participé à ce qu'on appelle la révolution sexuelle. Pendant les 30 ans qui viennent de s'écouler, nous avons vécu en Europe le déclin progressif de l'hégémonie de gauche au profit d'une hégémonie de droite. Les élites se sont droitisées, mais les peuples aussi. Cela a des répercussions sur les rapports de genre et de sexualité, notamment. Exemple, vous avez pu constater la vitalité avec laquelle la France conservatrice, la France catho, la France de droite, s'est mobilisée contre le mariage pour tous. Les indigènes n'échappent pas à l'influence de cette nouvelle hégémonie de droite, d'autant qu'ils ne sont pas les enfants de mai 68, qui est un héritage blanc. Ce qui a pour effet qu'on ne peut pas les aborder comme on aborderait les hippies ou les bobos parisiens, notamment sur les questions de genre et de sexualité. Quatrième élément de contexte, c'est le contexte spécifique des quartiers populaires en France et de la banlieue où vivent la majorité des indigènes d'Afrique noire, du Maghreb ou des Antilles. Les quartiers populaires de France n'ont pas échappé au phénomène de régression politique générale. Pour 2 raisons principales. On a longtemps crié dans les manifs « Français immigrés, même patron, même combat », qui est un slogan caduc. Dans la réalité de la lutte, les ouvriers immigrés se sont vite aperçus que les questions liées à l'indépendance de leur pays n'étaient pas la priorité du mouvement ouvrier français, et après les indépendances, que le racisme n'était pas non plus sa priorité, et que les droits des immigrés étaient toujours sacrifiés au bénéfice de la classe des ouvriers blancs. Les immigrés et leurs enfants n'ont jamais été les premiers clients de la gauche blanche. La gauche a toujours agi en fonction de l'intérêt des prolétaires et des classes moyennes blanches et est restée sourde aux revendications principales des post-colonisés depuis 30 ans. La revendication de justice face aux crimes policiers, la lutte contre les discriminations au travail et au logement, qui prend la forme d'une lutte contre l'islamophobie, la négrophobie et la romophobie, la reconnaissance de l'histoire coloniale et de la traite transatlantique, et enfin la lutte contre le sionisme, sont toutes, sous toutes ces formes, en lieu et place du consensus mou incarné par la gauche d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. C'est ce qui fait dire au pire que la gauche est blanche et qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le champ politique blanc. La deuxième raison de la régression dans les quartiers, c'est que toutes les tentatives d'organisation politique ont systématiquement été pilonnées et tuées dans l'œuf par le pouvoir, qu'il soit central ou local, et ça implique évidemment localement les mairies communistes, ce qui empêchait la politisation d'au moins 2 générations. Donc là, je vous ai dit les éléments de contexte. Passons, à la lumière de ces 4 éléments de contexte, penchons-nous sur la condition des indigènes, qui la plupart vivent dans les quartiers populaires, et sur les interactions entre les différentes oppressions qu'ils subissent, race, classe, genre, sexualité. On nous dit articuler race, classe, genre et sexualité. On nous concède que l'indigène est certes racisé, mais qu'il existe un tas de contradictions dans ce corps social. Il y a des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des hétéros et des homos. Ce qui suppose que nous nous rendions, nous, en banlieue, là où il y a la plus grande concentration d'indigènes, et que nous endossions un projet articulateur qui assume de défendre ouvertement et sans hiérarchiser la lutte des classes, de race, la lutte féministe contre le sexisme des hommes du quartier et la lutte en faveur des LGBT. Alors là, je dis objection, votre honneur. Première objection.
Pour articuler, il faudrait que le corps social indigène, dans ses tendances lourdes, adhère à un projet progressiste. Je prétends que ce n'est pas le cas. D'abord parce que depuis 30 ans, on assiste à un glissement progressif de l'opinion indigène vers la droite et à une défiance de plus en plus forte vis-à-vis de la gauche et de la plupart des valeurs qu'elle défend, sauf l'égalité sociale. Cela ne signifie pas qu'elle est acquise à la droite, mais plutôt qu'elle déteste de plus en plus la gauche, qui, je dois dire, le mérite amplement. Ensuite, parce que le racisme et la relégation sociale produisent du conservatisme. Alors, j'aimerais que vous soyez un peu attentifs là-dessus, parce que j'aborde des questions compliquées, qui ne me plaisent pas forcément, mais bon, je suis obligée de passer par là. Les néoconservateurs français, qui vont de Fourest à Le Pen, en passant par Finkielkraut, c'est-à-dire de la gauche républicaine à l'extrême droite, pensent que les quartiers sont réactionnaires et que l'islam l'est tout autant. Eh bien, au risque de vous choquer, je pense qu'ils ont raison. Cette idée est combattue par la gauche islamo-gauchiste. Alors, la gauche islamo-gauchiste, c'est celle qui est la plus proche de nous, avec laquelle on milite, etc., etc. Donc, c'est la meilleure gauche. Cette idée est donc combattue. Donc, l'idée selon laquelle l'islam des quartiers réactionnaires, etc., elle est combattue par la gauche islamo-gauchiste avec cette idée selon laquelle il y aurait autant d'islam qu'il y a de musulmans, que l'adhésion à l'islam est un choix mûrement réfléchi, individuel, détaché de toute influence communautaire. Bref, on a ici une vision très libérale de l'islam où nous aurions des individus déracinés de leur histoire et de leur milieu, dotés d'un libre arbitre superpuissant et libérés de toute forme de déterminisme et d'aliénation. Pour ma part, je n'ai jamais adhéré à cette construction, et je dis bien construction de cet islam libéral et optionnel, dont je pense qu'il est déterminé, 1, par le besoin de la gauche antiraciste de justifier sa solidarité avec les femmes voilées, et 2, par une certaine catégorie de musulmans et de musulmanes, sommés de prouver qu'ils méritent le soutien de la gauche et qui adaptent leur discours en fonction des desiderata de la gauche. Alors ça a très bien marché avec le féminisme. Cette catégorie de musulmans ont accepté de jouer le jeu, mais avec les questions LGBT, ils ont dit stop. On n'ira pas plus loin. Mais je crois que les formes que prend l'islam dans les banlieues est effectivement conservatrice, et je pense que cet islam-là, ainsi que l'un de ses principaux symboles, le foulard, sont effectivement, et entre autres, des concessions faites au patriarcat indigène. Ce qui, en apparence, donne raison aux néoconservateurs. Alors là, je m'empresse de dire qu'ils ont raison sur le fond et pas sur la forme, et je m'en explique avec la notion d'espace-temps. Récemment, j'ai donné une interview à une revue de gauche qui s'appelle Vacarme, et cette interview a fait scandale. À une question sur notre rapport au métissage, j'ai répondu que dans un monde où le racisme nous a appris la haine de nous-mêmes, il devenait important d'apprendre à nous aimer et nous autoriser à nous marier avec quelqu'un de notre communauté plutôt que de chercher une quelconque promotion en nous mariant avec des blancs. Que cette démarche était sûrement considérée comme une régression pour la gauche blanche, mais qu'elle était, pour nous, un grand pas en avant. C'est ça l'espace-temps indigène. La ligne du progrès ne signifie rien en milieu colonisé. Ce qui est positif pour les Blancs ne l'est pas forcément pour nous, et vice-versa. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 30, des militantes communistes noires de la section de Harlem demandent d'interdire les mariages interraciaux à l'intérieur du parti, alors qu'elles-mêmes militent au quotidien pour en finir avec les lois Jim Crow de ségrégation dans la société américaine, dont celle qui interdit aux Noirs d'épouser les Blancs. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Donc, on est dans un contexte où il y a des lois de ségrégation qui empêchent les mariages interraciaux, et on a des militants communistes noirs qui disent « nous, on ne veut pas que les Noirs du parti se marient avec des Blanches », alors qu'elles luttaient contre la loi. Les militantes noires en question étaient à la recherche d'une stratégie pour lutter face aux critères de beauté racistes des Blancs qui créaient une féminité supérieure des femmes blanches et faisaient également d'une relation avec une femme blanche un critère de promotion sociale pour un homme noir. Et je ne parle même pas des fantasmes sexuels des femmes blanches sur les hommes noirs produits par l'imaginaire esclavagiste. Cela a été refusé, donc cette demande des femmes noires a été refusée par les instances du parti, mais une des conséquences est quand même qu'une partie des militants communistes noirs de la section ont rompu leur relation avec des femmes blanches pour être ensuite avec des femmes noires. Et on a appelé ça, sur le ton de la blague, un mouvement Back to the Race.
C'est ce qui est intéressant. Ce que je voulais dire donc dans l'interview que j'ai citée tout à l'heure, c'est que ce mouvement de repli sur soi qu'on appelle communautarisme et qui a tous les aspects de la réaction et du conservatisme, et qui l'est sous certains aspects, est globalement positif, car la communauté, dans un contexte hostile, CF, les éléments de contexte que j'ai cités tout à l'heure, est le premier lieu de la solidarité. Il est évident que cette régression féconde, c'est comme ça que je l'appelle, qui répond à des besoins matériels et affectifs, est précaire et qu'elle ne se fait pas sans condition. En échange de la protection dans un cadre normatif rigide, la contrepartie, c'est la diminution des libertés. Hier, l'une des intervenantes dans le colloque sur le féminisme islamique a identifié 2 types de musulmanes. Celles à faible capital économique et symbolique, qui en priorité cherchent la reconnaissance de leur communauté et qui refusent d'étiquette féministe, et celles qui ont un fort capital et qui cherchent la reconnaissance du monde blanc, et qui, pour ce faire, adoptent l'identité féministe, ce qui est à rapprocher de ce que je disais plus haut concernant les stratégies pour obtenir les soutiens de la gauche. Ce que l'intervenante a oublié de dire, mais ça n'est pas un reproche, parce que ça n'était pas le but, c'est que les 2 catégories de femmes ne sont pas équivalentes en termes démographiques, puisque l'indigénat étant structurellement pauvre, il y a plus de femmes dans les catégories musulmanes non féministes que dans l'autre. Ce qui a des implications en termes stratégiques, puisque la triple oppression, et c'est ce qu'on observe, conduit à sacrifier, dans ce cas, l'option féministe et donc à faire le contraire de l'articulation. Vous n'êtes pas sans savoir que la question des femmes a été instrumentalisée, d'abord par le pouvoir colonial et ensuite par le pouvoir républicain postcolonial. Dans l'imaginaire collectif indigène, la libération des femmes est un instrument de guerre contre les postcolonisés, un instrument de propagande qui s'est prolongé dans les années 2000 avec les Ni putes ni soumises, qui, comme vous ne l'ignorez pas, a été un pur produit du PS, tellement utile et multi-usage qu'il a été racheté par la droite. J'ajoute à cela l'affaire du voile et toute l'hystérie islamophobe que vous connaissez, ce qui n'a pas rehaussé le prestige du féminisme, qui n'était déjà pas très élevé. Donc là, c'était la première objection. Deuxième objection. Articuler race et genre, par exemple, suppose de combattre le racisme et le patriarcat en général, et le patriarcat indigène en particulier, puisque les violences subies par les femmes sont les violences des hommes de leur entourage. Le problème, c'est que si le genre féminin indigène est effectivement opprimé par le patriarcat blanc et le patriarcat indigène, il se trouve que le genre masculin indigène est lui aussi opprimé, contrairement à la masculinité hégémonique incarnée par le patriarcat blanc. Et les femmes indigènes en ont conscience. Elles connaissent très bien l'oppression de leurs hommes et savent aussi le prix qu'elles doivent payer, car la violence des hommes rejaillit sur elles. Dans ce cadre, le premier levier qu'elles vont utiliser, c'est moins le féminisme que l'antiracisme, et ce n'est pas un hasard si depuis 30 ans, on retrouve les femmes de l'immigration engagées dans les luttes contre le milieu carcéral, contre les crimes policiers. J'ajoute à cela la dialectique de la violence patriarcale qui redouble de puissance à mesure que la virilité des hommes est mise à mal par le colonialisme et le racisme. Je vous disais plus haut que le voile était une concession au patriarcat. Alors là, je m'arrête là-dessus parce que le voile comme phénomène majeur. Mais moi, qui ne porte pas le voile, j'ai fait la concession au patriarcat. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est simplement le fait des femmes musulmanes portant le voile, c'est le fait des femmes racisées. Mais simplement, comme c'est un phénomène extrêmement visible et qu'on lui a donné 1 milliard de significations, et qu'il en a, qu'il a plein de significations, je dis simplement qu'une de ces dimensions, c'est une concession faite au patriarcat, et je m'en explique, parce que pour moi, ce n'est pas dramatique, c'est juste un fait. Je vous précise que c'est une concession calculée, car de ce soutien au patriarcat, si j'ose dire, il faut savoir reconnaître la résistance des femmes, car désamorcer le tort qui est fait aux hommes, c'est réduire la pression masculine sur elles. Et c'est en cela qu'il faut assumer la concession faite au patriarcat plutôt que d'en avoir honte, car ce sont les conditions matérielles, notre condition matérielle, qui déterminent nos choix. Pour autant, cette résistance reste très fragile. Ça veut dire que le patriarcat est dangereux. Je suis pas en train, j'essaye de l'analyser, mais je ne suis pas en train de le justifier. Si la situation empire, je ne suis pas sûre du tout que cet équilibre perdure, car l'expression la plus radicale du repli, ce sont par exemple les formes inquiétantes du djihadisme. Je m'explique. Lorsque des jeunes hommes de banlieue vont faire le djihad, ils reconquièrent leur virilité.
En affrontant la mort, ils deviennent des super-héros masculins qui lavent la Oumma de l'affront historique et actuel qui lui est fait. Pour ce faire, ils mobilisent tous les attributs de la virilité et ils les subliment d'une certaine manière. Mais les femmes ne sont pas en reste. De la même manière que le voile apparaît comme une confirmation du genre féminin et par conséquent comme une confirmation du genre masculin, l'acte des jeunes femmes qui partent au djihad consacre la rigidité et la binarité des rôles sexués jusqu'à leur plus extrême expression, puisqu'elles ne vont pas au djihad pour mourir, mais comme compagnes sexuelles et comme procréatrices. Et pour le dire en un mot, elles réalisent le projet le plus antiféministe qui soit. Dans un monde sans espoir, où tous les horizons sont bouchés, et où tous les repères ont explosé, et où le racisme a fait son œuvre, ce couple infernal recrée un monde de normes rigides et sécurisantes au péril de leur vie. Troisième objection. L'articulation suppose qu'en tant que femme indigène et pauvre, moi par exemple, pas moi, d'origine, je suis moins pauvre que mon père, grâce au fait que je suis une indigène aristocrate et que je vis dans un monde impérialiste. Et que je suis donc une indigène blanchie. Donc, troisième objection, l'articulation suppose qu'en tant que femme indigène et d'origine pauvre, disons, je me trouve à équidistance de l'ouvrier blanc, de la femme blanche et de l'homme indigène. Je suis autant éloignée de l'homme indigène que je ne le suis de la femme blanche et de l'ouvrier blanc, ce qui a des conséquences en termes d'alliance stratégique. Ça, c'est dans une option intersectionnelle. La question que je vous pose, avec qui dois-je m'allier de manière prioritaire ? S'il n'y a aucune hiérarchie, je n'ai aucune raison de préférer l'alliance avec les hommes indigènes à celle avec les femmes blanches. Et pourtant, la réalité nous pousse à choisir l'alliance de race. Pourquoi ? Je vais d'abord vous donner une réponse très personnelle. Moi, spontanément, de ma vie, ça ne m'est jamais arrivé de préférer les blancs aux non-blancs. En ce qui me concerne, le choix n'a jamais été pensé de manière intellectuelle, il a toujours été spontané et instinctif. J'ai toujours fait le choix de ma communauté, c'est comme ça. Et je plaide en la faveur, et moi, je vous dis ça parce que je pense que les instincts sont importants, et moi, je plaide en faveur de la compréhension des instincts. La deuxième explication, c'est que le corps social des femmes blanches, toutes classes confondues, a des privilèges politiques, économiques et symboliques supérieurs en moyenne au corps social des hommes indigènes. En France, la plupart du temps, il vaut mieux être une femme blanche qu'un homme indigène. La troisième explication est donnée par les mobilisations des indigènes depuis 30 ans. J'ai mentionné plus haut les crimes policiers, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, les luttes mémoriales, ainsi que la Palestine. Où sont les femmes de l'immigration de manière récurrente et massive depuis 30 ans ? Je dis bien récurrente et massive depuis 30 ans. Dans ces luttes, le choix est fait et il nous a tous précédés depuis longtemps. Les femmes sont là où elles ont identifié la cause de leur oppression principale. Je voudrais ici raconter une autre anecdote qui se passe aussi dans les États-Unis dans les années 30. Ça concerne la reconfiguration des luttes des femmes noires communistes à la fin des années 40 et durant les années 50. Il s'agit d'un choix tactique et stratégique, dans un contexte très particulier où l'anticommunisme faisait rage, alors que leur mari, donc je parle de femmes noires communistes, alors que leur mari était en prison ou dans la clandestinité, parce que communiste, mais aussi parce que pour l'autodétermination des Noirs, des femmes favorables à l'égalité des droits, c'est-à-dire des femmes féministes, reprennent des motifs de la rhétorique familialiste de l'époque pour susciter la solidarité des Noirs. Ce n'était pas un alignement idéologique, c'était un choix tactique, par défaut dans un contexte de recul où le niveau de répression est tel que même la simple sécurité des hommes qu'elles aiment et qui sont leurs compagnons de lutte n'est pas assurée, sachant que même leurs enfants sont harcelés par le FBI. Ainsi, par exemple, Esther Cooper, une de ces militantes qui n'avait jamais porté le nom de son mari par féminisme, James Jackson, mais qui le porte à partir du moment où il est arrêté et écrit un livre et fait une tournée de solidarité pour le faire connaître. Le titre est très explicite, « This is my husband ». Tout cela pour dire qu'il n'existe pas une universalité des causes, mais que les choix tactiques et stratégiques se font toujours en contexte. Dernière partie, quelle stratégie ? La perspective ne peut être que le produit d'une économie politique globale prenant en compte tous les facteurs que je viens de citer. Quelle est-elle ? Pour nous, c'est la perspective décoloniale.
Cette perspective doit pouvoir définir un sujet révolutionnaire, c'est-à-dire le sujet autour duquel se construira le projet de transformation sociale. Si on définit le sujet révolutionnaire à partir de la perspective intersectionnaliste, ce sera forcément le plus opprimé des opprimés qui occupera cette fonction. Le sujet sera par exemple un transgenre musulman et pauvre, vivant en lointaine banlieue, ou une lesbienne noire au chômage. A priori, pourquoi pas? Mais il y a un grand mais. Cette proposition doit reposer sur l'adhésion du grand nombre, ce qui suppose que le grand nombre en question, qui ne partage ni la condition spécifique des trans, ni celle des homos, donc cela suppose que ce grand nombre, qui ne partage ni la condition spécifique des trans, ni celle des homos, est philanthrope, et que par conséquent, il serait susceptible, par empathie, par amour de son prochain, d'adhérer à ce projet. Chacun dans cette salle a parfaitement le droit de parier sur cette option et même de la mettre en œuvre. Ce n'est pas mon cas. Je ne crois pas à cette philanthropie et je ne crois pas à cette générosité, pas plus en milieu blanc qu'en milieu indigène. J'ai une approche très matérialiste et je crois que les gens se mobilisent par intérêt et que par conséquent, il faut trouver comme sujet révolutionnaire le plus grand dénominateur commun. J'ai énoncé plus haut les grands thèmes qui mobilisent les quartiers, les crimes policiers, le racisme sous toutes ses déclinaisons, l'impérialisme et la mémoire. Ces 4 questions mobilisent les quartiers de manière récurrente et massive depuis 40 ans, ce qui signifie qu'elles sont significatives et qu'elles recouvrent une matérialité politique qui fait sens et qu'il faut savoir exploiter. J'ajoute à cela qu'elles mobilisent toutes, à un degré ou un autre, les questions de race, de classe et de genre, et même d'orientation sexuelle. Comme le dit Norman Ajari, ce que semblent ignorer nos détracteurs, c'est que ces sujets ne sont pas des points aveugles, c'est-à-dire la race, la classe et le genre. Les indigènes les traitent à partir du paradigme décolonial qui est le leur. La pensée décoloniale est un effort pour donner à sa vision du monde la profondeur historique nécessaire pour agir et raisonner en se libérant de vieilles routines politiques. Elle part de l'hypothèse qu'à partir de 1492, avec la découverte puis la conquête de l'Amérique, naît un projet de civilisation européen dont la supériorité intellectuelle, morale et physique du blanc sera le rouage essentiel. Ce que disent les indigènes, c'est que c'est à partir, quand je dis des indigènes, là je parle du pire, c'est qu'à partir de ce paradigme, qui prend en compte le projet de la suprématie blanche sur lequel se fonde la modernité elle-même, que les questions de sexe ou d'économie méritent d'être envisagées pour être pertinentes dans la vie des habitants du Sud et de leur diaspora. Ce ne sont pas des pièces rapportées, accumulées en une rassurante concaténation des dominations. Elles s'intègrent dans l'orbite d'une théorie cohérente qui, sans les ignorer, ne cherche plus sa légitimité dans la pratique et la pensée politique européenne. Ce que nous voulons dire, c'est qu'à partir de la question de la race, en assumant cette hiérarchie, la pensée décoloniale propose un récit sur la totalité, sur la globalité qui intègre le genre, la classe, la sexualité. Je voudrais terminer en rendant hommage aux chercheurs et chercheuses du Sud qui, en mobilisant les notions de colonialité du pouvoir, montrent comment le colonialisme est avant tout une force destructrice. Cette approche permet notamment de ne plus considérer les violences masculines envers les femmes comme l'expression d'une culture locale, figée et exotisée, de la domination masculine, mais plutôt de les penser en relation avec la déstabilisation perpétuelle imposée par l'impérialisme et les réformes néolibérales. Je vous conseille à ce propos de lire l'excellent dossier de Mélanie Gourarier, Gianfranco Rebuccini et Florian Voros qui s'intitule « Penser l'hégémonie ». Ainsi, l'approche décoloniale, débarrassée de toute forme d'eurocentrisme, œuvre pour une remise en question radicale de la modernité qui, par l'impérialisme, par le capitalisme, par la construction des États-nations, a largement contribué à la production du triptyque race, classe, genre et postule qu'on ne peut pas imaginer nous en débarrasser sans penser une alternative à la modernité, c'est-à-dire sans penser une nouvelle utopie. Je vous remercie.